le monde d'aujourd'hui, plusieurs infrastructures et équipements sportifs n'appartiennent pas aux clubs qui les utilisent. Donc, ils ne sont pas titulaires de ces biens. Je vais évoquer dans cette vidéo les biens et la propriété. Parce que même dans les pays très développés, les pays développés, la majorité d'équipements et d'infrastructures sportives appartiennent à l'État à travers les collectivités territoriales. Donc il y a très peu de clubs ou bien de sociétés sportives qui sont titulaires des infrastructures sportives, des équipements sportifs qu'ils occupent. Donc, je vais évoquer les biens. Les biens, c'est tout ce qui a la capacité de satisfaire les besoins humains. Et les biens ont trois caractéristiques principales. Ils sont utiles, ils sont appropriables ou accessibles et ils sont limités. Ils sont utiles lorsqu'ils sont susceptibles de satisfaire un besoin. Ils sont appropriables ou accessibles lorsqu'ils sont, on peut se les procurer. Et enfin, ils sont limités parce que les biens présents dans la nature, les biens sont présents dans la nature en quantité inférieure par rapport aux besoins. Parlons maintenant aux biens, parce qu'il y a deux types, il y a les biens mobiles, il y a les biens immobiles. Si on parle des biens immobiles, ce sont tous les biens qui ne peuvent pas être déplacés d'un endroit à un autre sans altérer leur consistance. Si on prend l'exemple du sol, le sol c'est un objet de propriété et c'est appelé fonds rustique si le sol est destiné à l'agriculture. Et c'est appelé sol urbain si il est destiné à l'industrie, au commerce ou encore à l'usage résidentiel. Vous voyez que la dénomination change en fonction de l'utilisation. Si on parle des biens mobiles, disons, par exclusion, ce sont tous les autres biens, y compris les énergies naturelles. Donc, le bien par excellence, le bien mobile par excellence, c'est l'argent. Donc, on peut avoir les biens mobiles enregistrés. Alors, il faut dire que leur circulation suit des procédures similaires à celles des biens immobiles. Faisons maintenant une classification des biens. On a les biens corporels et incorporels, qui sont les inventions, les œuvres intellectuelles, et j'en passe. On a les biens spécifiques et génériques. On a les biens fongibles qui peuvent être comptés, qui peuvent être pesés, qui peuvent être mesurés, et infongibles qui sont non substituables. On a les biens consommables et non consommables. Ce sont les biens qui sont adaptés à une utilisation continue. On a les biens divisibles qui peuvent être fractionnés de manière homogène et indivisible aussi. En ce qui concerne la pertinence des biens, la pertinence c'est ce qui est destiné de manière durable à servir ou à honner un autre bien. Donc elle est soumise au même régime juridique que les biens principaux auxquels ils sont attachés, mais peuvent faire l'objet de relations juridiques autonomes. En ce qui concerne l'universalité des biens mobiles, il faut dire que la pluralité de biens appartenant à la même personne et ayant une destination unitaire, comme dans le cas des bibliothèques. Les biens individuels peuvent faire l'objet de relations juridiques séparées. Si on parle du patrimoine, le patrimoine c'est l'ensemble de relations juridiques actives et passives appartenant à une personne et évaluables économiquement. Si on parle du fruit, les fruits, c'est les biens qui proviennent d'un autre bien. Et s'ils proviennent directement d'un autre bien, ils sont appelés fruits naturels et deviennent des biens autonomes avec séparation. Ceux qui sont tirés d'un bien comme contrepartie de l'utilisation par autrui sont appelés fruits civils. Ça s'appelle encore les intérêts. Les droits réels. Il faut dire qu'un droit réel est la faculté que le titulaire d'un bien peut exercer sur sa chose. Et il s'agit comme ça d'un droit typique qui assure le pouvoir immédiat et absolu du titulaire sur le bien. Le droit de propriété est parmi les droits réels, celui qui confère la sphère de compétence la plus large. Les droits réels sur les biens d'autrui se distinguent par les droits réels de jouissance qui permettent de tirer profit de la chose, les droits de superficie, l'usufruit, l'usage, l'habitation et les certitudes. Disons que les droits réels de garantie, qui sont les contraintes juridiques imposées sur un bien en garantie d'une créance. On peut avoir un gage ou bien une hypothèque. Passons maintenant à la propriété. Il faut dire que
Le code ne définit pas la propriété, mais l'usage que peut faire le propriétaire du bien. Donc, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer des biens de manière pleine et exécutive dans les limites et sous réserve des obligations établies par l'ordre juridique. Parlons du premier point, la faculté de jouissance des biens. Ça indique la faculté du propriétaire d'utiliser ou de ne pas utiliser la chose, son bien, de la transformer ou de la détruire. Pour les biens productifs, il a le droit de percevoir les fruits de son bien. Deuxième point, la faculté de disposer des biens. C'est la faculté de vendre ou de ne pas vendre le bien, de la donner ou de ne pas la donner, de la léguer ou constituer sur le bien les droits réels mineurs en faveur des tiers ou d'y imposer une garantie réelle. Par exemple, une hypothèque. Quatrième point, la plénitude du droit de propriété. Il faut dire que peut faire tout ce qui n'est pas expressément interdit. Il peut jouir des pouvoirs illimités à moins que des droits réels mineurs ne soient établis sur le bien. Quatrième point, l'exclusivité du droit de propriété. Car le propriétaire peut jouir et disposer des biens de manière exclusive. Il peut en user ou exclure toute autre personne de la jouissance et de la disposition. Le cinquième point, les limites à la faculté de jouir et de disposer. Il faut dire que les actes d'émulation sont interdits parce qu'il n'est pas possible de commettre les actes ayant pour seul but de nuire ou de causer la nuisance des autres. Donc, la faculté de jouissance peut être limitée par un acte autoritaire, par exemple avec des plans d'urbanisme. Le sixième et le dernier point, les obligations du propriétaire. Par exemple, l'obligation de cultiver ses terres destinées à l'agriculture. On a parlé de biens, on a parlé de propriété, on ne peut pas parler de distance légale. Car les distances légales limitent la faculté de jouissance. Je prends le cas spécifique de l'Italie, le pays que je connais le mieux. Il faut dire que les constructions sur les terrains voisins doivent être d'au moins 3 mètres, sauf distance supérieure prévue par les règlements locaux. Celui qui construit en premier est favorisé et il peut exiger la remise en état, c'est-à-dire la démolition de la partie de la construction excédant les distances autorisées. En ce qui concerne les puits, les citernes ou les tuyaux, il faut dire que tous ces 3 éléments doivent être situés à au moins 2 mètres de la frontière. Ce qui concerne les fossés, il faut dire que les fossés doivent être à une distance de la frontière égale à leur profondeur. Donc si un fossé est profond de 10 mètres, ça doit être distancié de 10 mètres de la frontière ou de la limite. Et enfin, les arbres. Il faut dire que les arbres de haute tige doivent être plantés à au moins 3 mètres de la frontière ou de la limite. Ça c'est les éléments qui comprennent les distances légales. Car ça permet de limiter la faculté de jouissance d'un bien par le propriétaire.